هشام. الو. المهم تبعي معي شمال سي ان بون كاع. عرفتو جو سي بعدا il me sauve la vie juste pour que on soit sur la même longueur d'onde. راه قال لك سي بون. C'est يلا bon. جو. Ah, جو d'accord. en session. Allez, salam alaikum, مساء النور. Donc je me présente, docteur Swa Boulel, médecin régulateur dans une autre vie pendant à peu près entre 15 et 18 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de régulation dans le privé. Et ce soir, le professeur Mouhaoui, Oustad Diali, m'a donné comme mission de partager avec vous euh, le concept de la régulation médicale, mais aussi un point de vue extérieur. Donc, c'est le plan. On passe à la Michel. D'accord. Donc, en fait, avant de démarrer et parler de la régulation médicale, on va un petit peu planter le décor. Donc, qui dit régulation médicale va dire santé. Et donc, l'une des définitions, l'une des définitions de la Constitution marocaine, qui va établir la santé comme un droit fondamental. L'État, les établissements publics, les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État. Bon, il y a d'autres définitions, qu'il y a l'OMS, qu'il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme qui mentionne que nous sommes tous égaux et que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de maladie. Merci. Une définition très importante dit le collège américain, dit les médecins de l'urgence, a défini la médecine d'urgence comme étant la spécialité qui va intervenir auprès des malades qui nécessitent des soins immédiats pour l'un des motifs suivants: menace de leur vie ou leur intégrité physique et ou fonctionnelle, inconfort physique, social, psychologique important, implication médico-légale, viol, violence envers un enfant, une femme ou une personne infirme. Donc la définition, elle est très importante parce qu'elle va conditionner les fonctions et les responsabilités du médecin urgentiste et donc définir sa formation et ses prérogatives. Et on va voir par la suite que tu peux passer. La régulation médicale, en règle générale, ce sont les médecins urgentistes qui vont s'y coller. État des lieux au Maroc, on a plus de 6 millions de patients qui fréquentent annuellement les urgences hospitalières avec un accroissement annuel d'environ 10%. En fait, elles vont représenter 50% des consultations ambulatoires des hôpitaux publics. Mais seulement 10% vont se solder par une hospitalisation, ce qui veut dire que beaucoup de gens vont aux urgences par défaut et non pas par nécessité, ce qui crée un engorgement des urgences et seulement les 35% des gens qui ont été hospitalisés vont avoir une intervention chirurgicale majeure. 118 services d'urgence au Maroc, dont 85% des hôpitaux publics, fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant toute l'année. Et plus donc de 20% des patients vont aller aux urgences par défaut. Mais qu'il y ait le médecin traitant, mais qu'il y ait une autre solution ou impossibilité de trouver un rendez-vous rapidement. On peut aussi parler des cliniques privées. Il y en a à peu près 332 avec une capacité environ de 8400 lits.
Alors, que dit la loi cadre 3409 relative au système de santé et à l'offre de soins? Elle va fixer les principes du système de la santé, la solidarité, la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé, l'égalité d'accès aux soins et services de santé, l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires et la complémentarité intersectorielle. J'aime beaucoup cette diapositive parce que c'est quelque chose qui est tiré du plan national des urgences de 2012 à 2016, mais certains piliers restent d'actualité. Le premier pilier, amélioration de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières. Le quatrième est tout aussi important, développement du partenariat public-privé. Il y a un autre plan national. La suite, s'il te plaît, Richard. C'est le plan national de la santé 2025 et on voit qu'on continue à développer les SAMU et on va développer la télémédecine et la e-santé et bien sûr le partenariat public-privé est toujours d'actualité. Les plans de santé, en fait, ils sont très importants parce qu'ils vont tracer la stratégie qui va conditionner toutes les actions qui vont être faites sur le terrain. Un petit peu d'histoire, l'histoire du SAMU, donc ou de la régulation médicale. Vous connaissez certainement les sociétés d'assistance ou les compagnies d'assistance. Au moins une fois, on a eu recours à la couverture assistance pour pouvoir avoir le papier nécessaire dans le dossier de la demande de visa. Donc, les sociétés d'assistance qui sont des compagnies d'assistance ont un certain nombre d'assurés qui vont les appeler en cas de problème de santé ou autre. Et donc, elles ont mis en place un système de régulation, donc de réception d'appels. Certaines compagnies sont présentes sur le territoire marocain depuis plus de 40 ans. Le premier SAMU-SMUR public a vu le jour en janvier 2002, avec notamment un CESU et un centre de régulation en août 2015. La télémédecine est arrivée avec ses décrets et sa loi au Maroc en 2018 et la téléconsultation a été autorisée par le Conseil de l'ordre des médecins en janvier 2021. En France, bien sûr, les SAMU ont démarré en 1976. En 1968, le 911, 911, c'est le système des urgences, le numéro des urgences aux États-Unis. Et le Canada a adopté aussi le numéro unique en 1972. Oui? Hicham? Quelques petites définitions. On va passer le SAMU, SMUR, le centre de réception et de régulation des appels. Le numéro 141 est très important. Il est appelé à devenir le numéro d'appel unique, on l'espère, pour pouvoir avoir une régulation médicale unique sous laquelle vont être les urgences publiques, privées, la protection civile, etc., à l'instar de ce qui se trouve à l'étranger, le 15 ou le 911, qui va réguler tous les appels et pouvoir les dispatcher vers les structures ou les systèmes adaptés. Ensuite. Alors, l'urgence, c'est un phénomène qui survient de façon brutale et inattendue, qui va surprendre ou inquiéter à tort ou à raison l'intéressé ou son entourage. Tout le monde sait qu'il y a l'urgence vraie ou qu'il y a l'urgence ressentie. Eh bien, quand vous recevez des appels, vous allez avoir des appels pour tout type d'urgence, y compris celle qui est ressentie et que l'on va devoir traiter, bien sûr, puisque la personne, sans qu'elle ait
en danger et elle a besoin d'avoir une réponse. L'urgence peut aussi être considérée comme une absence d'offre de soins adaptée. Ça veut dire, j'ai une femme qui va accoucher de manière naturelle, mais elle est très loin, elle n'a pas de moyens de transport, donc en prévision d'une certaine complication, on va lui envoyer une ambulance pour l'emmener vers le centre d'accouchement ou l'hôpital le plus proche. L'impossibilité de trouver une réponse induit l'urgence. Alors, nos nouvelles priorités, bien sûr, ce sont les pathologies cardiovasculaires et neurologiques, les complications aiguës des cancers et des pathologies chroniques. Oui? Oui? Alors, comment est organisé un SAMU? Le SAMU, c'est le service, c'est un service qui va être rattaché à un service hospitalier en règle générale, le pôle des urgences, et il a 3 composantes. D'abord, la plateforme d'assistance ou le centre d'écoute, les unités mobiles qui sont les SMUR, et le centre de formation continue pour pouvoir former les médecins qui vont recevoir les appels, mais aussi ceux qui vont sortir pour aller prodiguer des soins sur les lieux de sinistre. En plus, les autres missions, c'est les couvertures médicales des grands rassemblements. Et puis, lorsqu'il y a le plan Orsec, on va mettre en œuvre et on va solliciter les unités mobiles du SAMU et sa régulation. Et l'exemple qui avait été donné, c'est l'ouverture de la réception d'appels via le 141 au cours de le Covid. Oui. Ça, c'est juste un exemple qui est tiré d'un projet qui avait vu le jour en partenariat public-privé dans la région de Jdida. Et pour illustrer le fait qu'un SAMU ou un service d'aide médicale urgente a besoin de moyens humains, médecins, infirmiers, assistants à la régulation médicale, mais aussi de moyens matériels, donc les ambulances, la téléphonie, etc. Oui. On va passer rapidement. Tu peux passer, s'il te plaît, le SAMU public versus privé. Vous allez avoir la présentation. Vous allez avoir la présentation. Donc, il y a vous allez voir que sur certaines slides, je passe rapidement parce que vous allez avoir la présentation. Vous aurez l'occasion de les voir tranquillement. Alors, SAMU et assistance, SAMU public et assistance privée. Je rappelle le pilier 4 du plan des urgences qui ouvre le champ à la collaboration entre le public et le privé pour une meilleure optimisation des ressources. La problématique clé, c'est que j'ai des ressources, ces ressources-là sont limitées, je dois optimiser l'envoi des ambulances, je dois optimiser l'envoi des médecins qui vont aller sur place, et je dois désengorger le service des urgences. C'est là où arrive la mission clé de la régulation médicale. Et qui dit régulation médicale dit bien sûr SAMU et assistance privée. Le livre blanc qui avait été publié par la Société marocaine de médecine d'urgence prône la mise en place d'un numéro national unique où vont tomber tous les appels médicaux d'urgence et qui est le 141 et qui va se charger, lui, de dispatcher les appels en fonction de l'urgence, de la nature de l'urgence ou de la nature de la détresse. Et je pose la question, et si on collaborait ensemble, public et privé, pour faire que le citoyen bénéficie des meilleurs soins dans les meilleurs délais? Merci. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout débute par « allô ». Donc, tout commence par un appel. Et l'appel est défini comme une communication par téléphone au moyen de tout autre dispositif de télécommunication entre le centre de régulation médicale et un patient ou un tiers
quelqu'un de sa famille ou un médecin en réponse à une demande de soins ou de secours. Cet appel peut intervenir 24 heures sur 24, le but étant d'obtenir une aide médicale urgente. Partons de là. Il faut savoir et garder toujours en tête que la régulation médicale est un acte médical qui est effectué à distance et qui est destiné à répondre instantanément aux demandes d'aide médicale urgente. C'est un petit peu de la télémédecine pour les personnes qui ont fait l'expérience de prendre en charge des patients à distance via des téléconsultations. C'est exactement ça. Donc, elle va débuter par la réception de l'appel et va s'achever à la fin de la mission de l'intervenant ou de l'effecteur. Donc, tout le process s'appelle régulation médicale depuis la réception de l'appel jusqu'à ce que la personne soit prise en charge. Cette mission va s'exercer bien sûr 24 heures sur 24 puisqu'il est question de répondre à une demande médicale urgente. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir d'abord assurer la réception de l'appel, répondre à cette demande, mais s'assurer aussi de la disponibilité des moyens d'hospitalisation. Une personne va nous appeler parce qu'elle a une douleur thoracique. On va lui envoyer bien sûr le transport sanitaire adapté, mais il va falloir la transporter quelque part. Et la transporter veut dire que je me suis assurée au préalable qu'il y a une place qui va l'attendre, qu'elle va arriver directement en salle de cathé, ou là, elle va arriver en service de cardiologie, en réanimation, en fonction de son état. Ça veut dire que ma mission, ce n'est pas uniquement de recevoir l'appel. Je reçois l'appel, je donne une réponse et je m'assure de la suite des événements. Un chef d'orchestre a à sa disposition un certain nombre de choses et lui, il connaît les ressources, donc il va savoir optimiser ses actions. Parlant d'hospitalisation, ça peut être soit dans le public, soit dans le privé, bien sûr adapté à l'état du patient en respectant le libre choix de la personne. Sauf un seul cas où on ne va pas respecter le libre choix, si la personne nous demande, par exemple, de l'acheminer vers une structure où on sait pertinemment qu'il n'y a pas de réanimation, ou là, une salle de cathé, et que cette personne-là a besoin de réanimation ou de salle de cathé, à ce moment-là, on va l'orienter vers la structure la mieux adaptée à son état. Il faut bien sûr préparer l'accueil dans l'établissement choisi et organiser le transport. Donc, tout le process, c'est le médecin régulateur et c'est la régulation médicale qui va le faire et veiller à l'admission. La mission ديال le médecin régulateur كتسالى ملي المريض كيوصل وكيكون فيه الطبيب qui va le prendre en charge ou là la structure hospitalière qui va le prendre en charge à l'admission du patient. Oui, Hicham. Alors, dans notre système de santé, fin كاينة la régulation. Aujourd'hui, il est le 141, il va répondre aux demandes qui émanent d'un médecin ou d'un hôpital ou là certaines demandes particulières, couverture d'un match ou la couverture d'une manifestation ou la évacuation vers l'aéroport ou la accueil d'un patient par avion, etc. Donc, le dispositif tel qu'il est aujourd'hui se cantonne à l'inter-hospitalier ou à l'intra-hospitalier. Maintenant, normalement, il doit être déployé, même la permanence des soins au niveau des services d'urgence médicale de proximité, le transport médicalisé des malades par les unités mobiles vers les services de l'urgence ou là la réanimation et les services d'urgence hospitaliers. Donc, c'est un rôle qui est pivot. Oui. Le centre de régulation médicale donc, va traiter les demandes qui ne sont pas programmées. Daïmen, c'est l'urgence. On ne traite pas, par exemple, une sortie d'hôpital, on ne traite pas quelqu'un qui va
avoir son rendez-vous et va partir à froid parce que عنده une opération ou là عنده une radio ou là شي حاجة, c'est toujours des demandes urgentes, imprévisibles. Alors, pour pouvoir répondre à ces appels, le centre est doté bien sûr d'un espace qui est dédié. Il est doté d'un matériel de téléphonie, il est doté de matériel informatique, etc. Et très important, c'est un espace qui est dédié et c'est un espace dans le calme absolu. Oui. Donc, comme on peut le voir ici, étant donné que, et on va le voir plus tard, que c'est un métier qui est stressant, les médecins régulateurs ou l'assistant à la régulation médicale a besoin de calme autour de lui pour pouvoir bien entendre, écouter et se concentrer sur sa mission. Bien sûr, il a ses outils, le téléphone, l'informatique, les logiciels, les bases de données, la documentation médicale, les informations logistiques, etc. Puisque quand on est face à un téléphone et qu'on va recevoir des appels, on ne prévoit pas ou là, on ne connaît pas à l'avance quand on décroche quelle va être la nature de la demande. Il y a des gens qui appellent pour demander la pharmacie de garde, il y a des gens qui appellent pour demander un conseil, il y a des gens qui vont appeler pour une urgence, il y a des gens qui vont appeler parce que morsure de chien ou autre, etc. Et donc, il faut être prêt et avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir répondre rapidement. Oui. Ça, c'est les modalités de fonctionnement. En règle générale, on reçoit l'appel. On va voir tout à l'heure comment ça va se dérouler. Ça aboutit à une décision médicale avec une action et avec en bout de ligne, bien sûr, la prise en charge d'elle, le patient. Oui. Oui. Alors, quels sont les acteurs de la régulation médicale? Les acteurs de la régulation, à part le matériel, on a l'arme ou assistant à la régulation médicale ou de la régulation médicale et le médecin régulateur. Ce binôme-là, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble et le premier qui va recevoir l'appel, c'est l'assistant de régulation médicale, c'est le premier maillon. Et donc, c'est le premier interlocuteur de la personne qui compose le 141 ou peu importe avec le numéro d'urgence qui a été composé. Il va participer à l'acte de régulation médicale, mais toujours sous la responsabilité du médecin régulateur. Elle est sous la responsabilité du médecin régulateur, puisque la régulation médicale, c'est un acte médical. C'est un acte médical qui peut avoir des conséquences sur le pronostic et sur la vie ultérieure avec le patient. La décision que l'on prend de transporter, de ne pas transporter, d'envoyer une ambulance, de donner un conseil, de ne pas donner de conseil, d'ignorer un appel, c'est toutes des décisions qui ont un impact sur le pronostic ou là, le devenir de l'appelant. Et donc, ça engage la responsabilité le médecin régulateur. Le médecin régulateur, quant à lui, il va prodiguer des actes médicaux par téléphone dans un centre de réception et de régulation des appels. Donc, il reçoit les appels des personnes en détresse, où qu'elles se trouvent, et il va coordonner les secours et orienter, s'il y a lieu, le patient vers le service hospitalier capable de donner les soins les mieux adaptés à la situation. Donc, pour une régulation médicale en bonne et due forme, il est nécessaire d'avoir un médecin régulateur. Et si c'est un médecin régulateur qui est formé à la régulation, c'est encore mieux. Oui. Quelle est la mission de l'arme? À partir des informations dont il dispose, il va pouvoir analyser et gérer l'appel après validation du médecin. Il reçoit l'appel, il va analyser. C'est quelqu'un qui n'est pas... on met derrière le téléphone quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou là, qui n'a pas la bouteille ou là, la formation nécessaire, puisque c'est un véritable métier et c'est une véritable spécialité pour laquelle il faut mettre des gens qui sont doués pour pouvoir
percevoir ce qui se passe derrière le téléphone et analyser avec l'appel. Il va adresser directement l'appelant soit à un effecteur disponible. L'effecteur, c'est celui qui va se déplacer au chevet de le patient. On l'appelle effecteur. Après validation par le médecin traitant, soit il va transmettre l'appel au médecin et bien sûr, il va aider le médecin, remplir le dossier, renseigner toutes les informations, les consigner, rappeler le cas échéant, etc. La mission dit le médecin régulateur, oui. La mission dit le médecin régulateur, il va analyser et prendre en compte le motif de recours. Le motif de recours, la personne. Pourquoi elle a appelé? C'est ça le motif. Pourquoi elle a eu recours au service, à la régulation médicale ou là au SAMU. Le contexte, bien sûr, dans lequel se trouve avec le patient, les signes et les symptômes décrits par le patient, c'est un véritable interrogatoire médical. Soit les signes qui sont décrits par le patient, on perçoit directement. Quelqu'un qui, surtout si c'est le patient qui appelle, il est en train de nous appeler et on perçoit que c'est quelqu'un qui est dyspnéique, il a du mal à respirer, il a du mal à parler, il n'arrive pas à articuler, etc. Soit c'est la famille qui va appeler et on peut entendre de loin la personne qui est en train de gémir, en train de parler ou autre. Tout ça, c'est très important. Les antécédents médicaux et très important, il faut aussi écouter les demandes et les attentes des patients. Lorsqu'on est dans un service de réception d'appels urgents, en règle générale, on a affaire à des personnes qui appellent pour obtenir quelque chose, obligatoirement. En règle générale, ما تيقلبوش على le conseil, تعيط يقول لك راه مريض ولا عنده une urgence ولا راه سخفان ولا راه مغيب صيفط l'ambulance. صيفط l'ambulance. Il veut voir apparaître l'ambulance avec un médecin pour être transporté à l'hôpital. Et c'est très important de savoir quelles sont les attentes du patient parce que des fois, la personne, elle va appeler et demander une ambulance alors qu'un conseil médical suffit pour elle. Et on va voir que quand j'ai affaire à une personne qui appelle et que dans sa tête, elle a besoin d'une ambulance pour partir à l'hôpital et que je lui dis là راه يمكن لك مثلا تاخذ ce médicament ou là se reposer ou là vous pouvez attendre demain matin, etc. Je dois obtenir son adhésion à cette décision باش ما تعاودش ثاني تعيط مره اخرى وعاوتاني مره اخرى pour qu'elle soit satisfaite. Oui. Alors, qui dit décision médicale et qui dit acte médical dit responsabilité, bien sûr. La prise en charge d'un appel et la décision qui en résulte sont menées sous la responsabilité du médecin régulateur. L'assistant à la régulation médicale, il va donner une réponse, c'est toujours sous la responsabilité du médecin régulateur. Et on le voit dans les salles de régulation, en marguerite, et en règle générale, l'assistant de régulation qui connaît dans le médecin. Donc, là, il voit en fait ce qui se passe. Le médecin régulateur peut ne pas prendre l'appelant personnellement, mais la décision mise en œuvre par l'assistant de régulation est soumise à la validation du médecin. Donc, in fine, sous la responsabilité du médecin régulateur. Attention, bien sûr, on ne va décider qu'avec des données avérées de la science et on a une obligation de moyens et la traçabilité, ça veut dire qu'il faut tout noter. D'ailleurs, dans un centre de régulation, les appels sont enregistrés. Oui. ما نرجعوش على la déontologie en tant que médecin, bien sûr, qu'il a l'obligation d'indépendance, de neutralité, d'information du patient et de respect du libre choix. ماشي حيت غير كنهضر معاه في التليفون ولا ما تنشوفوش je vais bâcler. Je vais le prendre en charge comme s'il était en face de moi. C'est vrai que je ne le vois pas, mais je m'acquitte de ma mission de médecin de bout en bout et en bonne et due forme.
L'obligation du secret médical, bien sûr, toutes les personnes qui travaillent dans le centre de régulation sont tenues de respecter le secret professionnel et l'obligation de respecter la responsabilité médicale individuelle. Oui. L'éthique, bien sûr, la question éthique se pose et on va le voir. Lorsqu'on est dans un service de régulation, là, dans une plateforme, c'est vrai que qu'il y a la plateforme, ولكن les moyens humains, les personnes qui vont recevoir les appels, les assistants de régulation médicale, les médecins régulateurs. En règle générale, dans un SAMU, il y a 2 médecins régulateurs qui sont présents sur place pour pouvoir gérer le flux des demandes. Et puis, on a les unités mobiles. Les moyens ne sont pas illimités. Et l'une des prérogatives de la régulation médicale est d'optimiser l'utilisation de ces moyens. J'ai un SMUR qui est en stationnement, en attente d'être déclenché, et j'ai un appel, et ce n'est pas vraiment une urgence médicale, et je vais déclencher le SMUR. Et tout de suite après, je vais avoir quelqu'un qui va tomber au 2e étage. Qu'est-ce que je fais? Donc, les choix sont très importants, l'optimisation et surtout l'adhésion le patient à la décision, même quand elle ne lui convient pas ou personnellement, est très important. Les principes fondamentaux de l'éthique, bien sûr, le respect de la personne, la bienfaisance et la justice, et l'éthique professionnelle, elle repose bien sûr sur l'intégrité, la compétence, la responsabilité, respect et confiance. Respect et confiance, et bien sûr se protéger soi-même et protéger les autres. Oui. Éthique et déontologie, donc la déontologie va guider les actes et les abstentions, est soutenue par un code de déontologie. Le code de déontologie médicale est un cadre de référence pour la réflexion de l'éthique médicale. Oui. Alors, quelles sont les fonctions de la régulation médicale? Quelque chose de très, très important. Vous allez voir qu'il y a des compétences techniques qui sont purement médicales, etc., mais qu'il y a des compétences qui ne sont pas techniques et qui sont tout aussi importantes pour pouvoir gérer les appels. Donc, l'une des fonctions de la régulation, c'est de rassurer. Rassurer. Imaginez une personne qui est chez elle, je vais dire n'importe quoi, elle est à 100 km du premier hôpital, ou là, elle est chez elle, même en ville, elle se réveille à 3 heures du matin et elle a son bébé qui convulse. Donc, la personne, elle va paniquer, elle va être dans tous ses états. Il faut, pour pouvoir lui soutirer les informations nécessaires, il faut commencer par la rassurer pour qu'elle puisse se sentir en confiance et pouvoir répondre aux questions dont nous avons besoin pour pouvoir nous figurer la situation et donner une réponse qui est adaptée. Les fonctions de la régulation, c'est de simplifier l'accès des patients aux médecins. On appelle et on a un assistant à la régulation médicale et tout de suite après, on a un médecin en bout de ligne. C'est quand même une facilitation de l'accès des patients aux médecins. Elle va choisir, bien sûr, l'une des fonctions importantes, c'est de choisir la décision la plus adaptée. Et nous allons voir quelles sont les choses dont est tributaire la décision. Il faut éviter les interventions inutiles, bien sûr, pour ne pas gaspiller les munitions. Il faut éviter les hospitalisations inutiles, puisque à la base, la régulation médicale se donne aussi comme mission de désengorger les urgences et améliorer la prise en charge des patients en détresse vitale. Conseil téléphonique, transmission d'éléments aux médecins de l'unité mobile. Une ambulance, les éléments qui sont recueillis par l'interrogatoire par le médecin régulateur, ils sont très importants et cruciaux pour le médecin qui va aller sur place parce qu'il va savoir qu'est-ce qu'il va mettre dans sa sacoche. Est-ce qu'il va prévoir ça? Déjà, il commence à s'imaginer quelle est la situation. Peut-être qu'il a besoin d'un matériel spécifique,
Peut-être qu'il a besoin d'un type d'ambulance particulier, يمكن خصو يدي une couveuse, يمكن خصو يدي je vais dire n'importe quoi, mais les informations recueillies lors de la régulation médicale sont capitales pour la personne qui va aller travailler sur place. Il faut aussi rester à l'écoute et suivre le déroulement de l'intervention. Suivre le déroulement de l'intervention, peut-être qu'en arrivant sur les lieux de l'accident, les gens vont se rendre compte qu'ils ont besoin de renforts. Donc, je vais leur renvoyer des renforts. Et par un contact préparant l'accueil hospitalier. Donc, la fonction de la régulation, c'est une véritable prise en charge globale et intégrée d'une personne en situation de détresse de loin. Oui. La régulation médicale, elle va reposer bien sûr sur l'établissement d'un diagnostic d'urgence. L'appelant, il décrit une symptomatologie et il décrit une situation et automatiquement, en tant que médecin, là, je me fais une idée de ce que ça pourrait être. Il a une oppression thoracique, il a de la dyspnée, donc je vais m'orienter vers une problématique cardiaque ou autre, cardio-respiratoire. Il a des nausées, des vomissements, etc. Je vais m'orienter vers une problématique digestive ou autre, en fonction de ce qu'il va me décrire. Donc, c'est un diagnostic d'urgence ou de gravité qui va me permettre d'interagir rapidement. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle l'aide à la régulation des arbres décisionnels. Je vais vous en laisser quelques-uns à la fin de la présentation. Et donc, où vous avez, en fonction de ce qui est décrit par l'appelant, un arbre décisionnel pour arriver à ce que vous devez lui dire de faire et ce que vous devez faire. Quel type d'ambulance il faut missionner, quel type de médecin, vers où il faut se diriger, etc. Oui. Très importante. Qui dit téléphone, dit écoute. Ce qui se passe en fait avec la régulation médicale et qui la rend très difficile, mais aussi très passionnante, c'est que tout se passe par téléphone, on ne voit pas la personne, sauf le cas particulier de la téléconsultation qui peut se passer par visioconférence et où on peut voir la personne. Et je sais qu'il y a une expérience leader le SAMU en France pour avoir cette visioconférence, téléconsultation. Ça permet aussi de vérifier est-ce que l'appelant est réellement en détresse ou pas. Malheureusement, comme en toute chose, il y a des gens qui appellent le service juste parce que ou là, c'est pas vraiment une urgence vitale, mais il n'a pas les moyens de partir à l'hôpital, ou là, il veut qu'il y ait un médecin qui passe le voir parce que le médecin Diallo, il est en voyage ou autre, et donc ils vont appeler le service, le 141 ou là, le 15 ou la HADA pour pouvoir bénéficier de cette consultation. Donc, cette régulation médicale, elle a pour but de déterminer et déclencher dans les meilleurs délais, très important, les meilleurs délais, la réponse médicale adaptée à chaque situation. La régulation médicale n'a pas d'autre réponse que médicale. D'accord? L'acte médical, c'est une décision qui va impliquer la responsabilité individuelle du médecin. Le centre de régulation qui va être responsable si le régulateur décide de ne pas envoyer ou de raccrocher. Non. Le centre de la régulation, ou là, le SAMU ou la HADA, il est tenu de mettre à disposition du médecin régulateur un système de téléphonie qui marche, le matériel, le local, l'endroit, les armes, etc. pour pouvoir bien s'acquitter de sa mission. Mais c'est le médecin lui-même qui va décider de partir sur telle ou telle autre décision.
bien sûr, la décision, elle va s'appuyer sur un ensemble d'éléments que l'on va récolter à travers la discussion avec la personne que l'on a au bout du fil. Donc, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est d'apporter au patient le juste soin au juste moment, mais surtout, 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 ne pas lui faire perdre sa chance. Oui, oui. Alors, le déroulement de la régulation, elle va se dérouler en 6 temps. D'abord, on écoute le besoin exprimé. C'est une phase qui est passive. Bien sûr, je me présente, docteur machin, etc. Et j'écoute. Que veut la personne? Donc, je suis en réception de sa demande. Ensuite, je vais analyser la demande en fonction de ce que me dit la personne ou la famille d'Yalha. L'appel vient du médecin traitant qui va demander un transfert secondaire, etc. Donc, je vais analyser ces demandes et me faire une idée pour pouvoir prendre une décision et déclencher la réponse la mieux adaptée possible. Donc, la réponse, ça va être soit je vais envoyer le SMUR, ou là je vais envoyer la protection civile ou autre, on va voir tout de suite quel type de décision. Et bien sûr, la 4e étape, ça va être le suivi de la mise en œuvre de cette réponse. Mais si صيفط l'ambulance, mon dossier, il est toujours ouvert. علاش ملي تيوصل هذاك لو médecin اللي صيفطو sur place, lui, il va examiner le patient. Et donc, il va soit me conforter dans mon idée, dans mon premier diagnostic, soit il va recadrer avec le diagnostic. Et c'est très important d'avoir avec le bilan de l'effecteur. Et c'est en confortant ce que trouvent les gens quand ils vont sur le terrain et ce que moi j'ai comme impression quand je régule, qu'au fil des années, je vais m'aguerrir et avoir une perception qui est le plus juste possible. Le choix de l'orientation, bien sûr, dit le patient, en accord avec lui, privé ou public, et la préparation de son accueil dans un établissement de soins. Oui. Bien sûr, c'est l'arme qui va recevoir en premier l'appel, et lui, il va se charger de recueillir les informations administratives. Donc, les coordonnées téléphoniques de l'appelant, les coordonnées, le lieu d'intervention, la ville, la rue, etc., les coordonnées de médecin traitant, etc. Toutes les informations qui vont nous servir par la suite. Et il prend connaissance du motif de l'appel, et des attentes. Ensuite, soit lui, il va agir, soit il va passer la communication, le médecin régulateur. Très important, s'il vous plaît, lorsqu'on est en train de parler avec une personne au téléphone, il faut adapter son vocabulaire à l'appelant. إلا هضر معايا بالعربية تنهضر معاه بالعربية. إلا هضر بالفرنساوية تنهضر بالفرنساوية. Et le niveau aussi, éviter les jargons médicaux. Il faut être le plus simple possible. L'idée de base, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre effectivement ce qu'a la personne, lui démontrer qu'on l'a compris et faire le nécessaire pour l'aider. Oui. Le médecin régulateur, lui, quand il récupère l'appel, il va se présenter personnellement. On ne se cache pas derrière, c'est le médecin régulateur du SAMU, c'est docteur Intel. Et il va reformuler brièvement les informations recueillies par l'arme pour éviter باش عاوتاني يسول المريض مره اخرى. الا عاود سولته مره اخرى بحال الا هذاك الاول اللي خداه في التليفون ما اعتبروش بحال on n'a pas il est pas important pour nous. D'accord? Et choisir bien sûr le mode relationnel et la tactique d'investigation bien sûr en fonction d'elle. Est-ce que j'ai en face de moi un médecin? Est-ce que j'ai en face de moi un personnel soignant qui fait l'appel? Est-ce que c'est le malade lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille, etc. Et il mène un véritable interrogatoire
à la recherche. Attention, ça se passe en 3 à 4 minutes. C'est très rapide. Il ne s'agit pas de faire passer le scanner et de prescrire une ordonnance en bonne et due forme ou d'opérer le malade. Il faut juste se faire une idée pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire sans faire perdre de chance aux patients. Donc, on va rechercher les signes cliniques objectifs, mesurables. واش سخون واش خدا لا température ديالو واش عبرتيو ليه السكر واش هادي subjectif et émotionnel ou qualitatif. La discussion doit être contrôlée en permanence. علاش حيت ما عنديش الوقت بزاف. Vous savez, quand vous êtes en ligne avec quelqu'un, d'autres appels vont tomber et il faut les réguler. Donc, mon propos, c'est d'avoir un maximum d'informations pertinentes en un minimum de temps. Et donc, je dois contrôler en permanence la discussion et ne pas laisser la personne en bout du fil ne pas réinterroger sur des données déjà fournies. Et si une précision est nécessaire, on va avoir recours à la technique de reformulation. Si j'ai bien compris, il a donné l'adresse ou est-ce que vous habitez bien au ADA, etc. Donc, les techniques de reformulation, on va en voir quelques-uns la slide de la communication. Oui. Décision médicale, mise en œuvre, suivi médical et opérationnel, prise en compte du bilan de l'effecteur, orientation du patient et préparation de l'accueil. Ça, c'est la régulation médicale. Oui. Donc, au total, il y a une étape d'écoute, une étape de questionnement, une étape d'explication des hypothèses qui sont formulées sur son état de santé et de la prise en charge qui est proposée. Voilà, on pense que c'est un problème cardiaque et on va vous envoyer une ambulance avec un médecin. Ils vont arriver dans à peu près 20 minutes. En attendant, évitez de boire et de manger. Faites ceci, restez allongés sur le côté, etc. Donc, un certain nombre de conseils qui vont leur servir à attendre tranquillement, sereinement, mais aussi qui vont leur démontrer qu'on se soucie d'eux et qu'on sait et on maîtrise ce que l'on fait. Et bien sûr, une étape de vérification afin de s'assurer que l'appelant a bien compris et qu'il accepte la prise en charge proposée. On a eu des fois des gens qui ont refusé le transfert à l'hôpital. On a eu des gens qui ont refusé que le médecin y chauffe. Et ça, c'est des cas qu'il faut documenter, écrire et faire signer la personne une décharge. Oui. Qu'il y a la hiérarchisation des appels. En fait, quand je reçois les appels, moi je suis l'arme, je vais recevoir le premier appel, je vais répondre, deuxième, troisième, quatrième. Je reçois un appel et je le passe le médecin régulateur. Et je reçois un deuxième appel. Il faut que je sois capable de qualifier ou là de hiérarchiser les appels pour pouvoir les passer, les faire patienter, نعرف راسي واش غندوزو directement, واش غنعطي une réponse, est-ce que je vais d'urgence le passer le médecin régulateur ou là est-ce que c'est un appel qui peut rester dans la file d'attente parce que je sais que ما كايناش une urgence vitale. La hiérarchisation des appels, bien sûr, elle repose sur des critères médicaux, en tenant compte, bien sûr, du contexte de l'appel et jamais sur les facteurs économiques. Bien sûr, on ne traite pas les appels à froid ou là, les demandes de transport à froid, c'est toujours des demandes d'aide médicale urgente. Donc, les demandes à froid, automatiquement, ils sont laissés de côté, ils sont catégorisés les moins urgents. Oui. Les niveaux de priorité, ce sont les armes qui vont appliquer les niveaux de priorité. Donc, Kane P0, niveau 0, priorité 0, c'est le déclenchement
du SMUR, déclenchement réflexe du SMUR, suivi par une régulation prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arme reçoit l'appel, il va déclencher le SMUR et ensuite il va passer l'appel, le médecin régulateur, pour une régulation prioritaire. Le déclenchement réflexe de SMUR تيكونوا مثلا عيط شي واحد قال لك راه شي واحد طاح من 3e étage. Accident de la voie publique, فيه بزاف ديال لي فيكتيم. Accident plaie par arme blanche, plaie par arme à feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les noyades, etc. Donc, il y a un certain nombre de cas qui تكون la liste عند l'arme, et quand il a ce type d'appel, il va déclencher directement le SMUR. Il va passer le médecin régulateur باش يدير une régulation prioritaire. Parce que pour ces personnes-là, le facteur temps est crucial. Arrêt cardio-respiratoire, tu déclenches le SMUR et ensuite tu fais ta régulation. Le cas l'ambulance باش توصل. Priorité 1, régulation immédiate, ça veut dire je reçois l'appel, je vais le passer au médecin régulateur. La priorité 2, c'est une régulation qui peut être mise en attente sans risque pour le patient lorsque les autres régulations sont en cours. Oui. Un deuxième type de hiérarchisation, c'est celui des niveaux d'urgence. Celui-là, il est fait par le médecin régulateur. Donc, ils vont, eux, assumer les décisions et avec 4 niveaux d'urgence. R1, c'est l'urgence vitale, patente ou latente qui impose l'envoi d'un moyen de réanimation immédiatement. C'est le cas d'un accident de la voie publique avec traumatisme crânien grave, c'est la chute de l'étage, c'est l'arrêt cardio-respiratoire, etc. R2, c'est une urgence vraie, mais sans détresse vitale. ملي كنهضروا هنا على لا détresse vitale ولا ماشي لا détresse vitale, ça veut dire que ملي كناخذ لابيل ديالي بريروغاتيف ديالي الاولى والهاجس ديالي هو نعرف واش كاينه اون urgence، واش كاينه اون détresse vitale ولا لا، واش كيتنفس، واش عاقل، واش شي يدوي معاكم ايتترا. دونك بحال ملي كنكون كندير ليكزامان ديال المريض ديالي، ليفالواسيون ديالي، هذيك ليفالواسيون كنديرها dans ma tête et je la passe au téléphone sous forme de questions. Donc, urgence vraie sans détresse vitale nécessitant l'envoi d'un médecin de proximité, d'une ambulance dans un délai adapté. R3, c'est le recours à la permanence des soins, le délai ne constituant pas un facteur de risque en soi. Ça veut dire que المريض يقدر يخرج يمشي سميتو la consultation ديال le centre de santé le plus proche. Bien sûr, je vais m'assurer que la personne peut partir, a les moyens de partir. Et le niveau 4, bien sûr, c'est le conseil médical et thérapeutique. C'est vraiment les cas où il n'y a aucune urgence. Oui. 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 Alors, quels sont les critères pour une décision médicale? Quel est le critère médical? Bien sûr, c'est le premier. Donc, le critère médical, il repose sur un certain nombre d'informations qui sont recueillies à travers l'interrogatoire. Maintenant, et c'est vraiment, c'est la chose qui pose, on va dire, problème les médecins régulateurs. D'ailleurs, à un moment, là, les médecins régulateurs ou la régulation médicale. كيفاش ما شفتيش كيفاش غتعرف بان effectivement c'est une urgence ou là pire que ce n'est pas une urgence. Un conseil, lorsque l'analyse est incertaine ou incomplète, parce que des fois كنقدروا نطيحوا في des personnes ils ne sont pas médecins وتعطيونا des informations يمكن كيعطيني une information qui est incomplète، يمكن تعطيني ما تعرفش يفسر ليا ولا تزيد فيه ولا كينقص. Et donc, en cas de doute sur le niveau de gravité, le médecin régulateur va choisir la réponse adaptée au niveau potentiellement le plus grave pour ne pas passer à côté d'une urgence vitale. Bien sûr, Machi, il a de l'information précise. On n'a pas besoin d'envoyer une ambulance, je ne vais pas l'envoyer. Mais si j'ai des doutes,
je vais envoyer quand même l'ambulance. Le critère social, la réponse médicale est adaptée aux conditions d'isolement ou de précarité du patient. بحال اللي قلنا قبيله الا كانت une personne اللي ساكنه في واحد الدوار وغادي تولد وما عندها لا موين دو ترونسبور لا حتى شي حاجه بيان سور غادي نمشي نجيبها. Oui. Le critère environnemental, lorsque la personne se trouve dans un endroit éloigné ou difficile d'accès, ou là, dans un environnement peu favorable. هنا كيجيو les transports secondaires. Ça veut dire que la personne مشات un centre de santé de proximité, mais elle a besoin de voir en urgence un médecin cardiologue. Elle a besoin d'être hospitalisée en service de réanimation. Elle a besoin de subir une opération urgente. Donc, je vais la transporter. Le critère lié aux ressources disponibles. Bien sûr, c'est le choix de l'orientation de le patient. Il est un endroit où je n'ai pas de salle de cathé, je vais orienter le patient vers une structure qui a une salle de cathé et forcément, je vais missionner le SMUR pour le transporter. Oui. Les critères qui sont liés aux caractéristiques de la plante. Le médecin régulateur va adapter la formulation de sa réponse en fonction des caractéristiques de la plante. Le médecin traitant le patient ou l'infirmier ou le personnel soignant, les informations, les radios, elles sont fiables et je peux me fier à ces informations pour prendre une décision pertinente. L'existence d'une pathologie chronique qui est connue par le patient ou l'entourage, il est soigné pour l'ordonnance dialo, etc. C'est quelqu'un qui est suivi pour une problématique cardiaque ou là pour une hypertension artérielle et brutalement, il va faire une perte de connaissance ou autre. Donc, je peux me fier les informations pour prendre une décision pertinente. Le libre choix le patient, le privé ou le public, sauf lorsque la structure choisie par le patient ne répond pas à son besoin médical. Et les critères éthiques et déontologiques. Oui. Quelles sont ces décisions? Les décisions, on va évacuer le conseil médical. Le conseil médical, en complément de quelqu'un, il va appeler pour demander des informations générales, كيقلب مثلا على un spécialiste ou كيقلب على une spécialité ou et de fil en aiguille, on va se retrouver à le conseiller ou là à le conseiller sur le plan médical. Soit c'est une demande spécifique. Parfois, les gens, ils appellent pour demander un conseil. Sinon, chaque fois que le médecin régulateur juge que l'appel ne nécessite pas en urgence une consultation médicale. La personne qui pour un problème qu'elle traîne depuis 15 jours, donc elle peut attendre le lendemain matin pour pouvoir consulter tranquillement son médecin traitant. Le conseil médical ne peut pas être prodigué par l'assistant à la régulation médicale puisque c'est un acte médical en soi. D'accord? Et le conseil doit être consigné dans le dossier de régulation. Chaque fois que vous faites quelque chose, il faut le noter. La traçabilité est très importante. Ça va vous couvrir et ça va couvrir le patient en cas de litige. Et bien sûr, la personne le conseil, je vais lui préciser qu'au besoin, elle peut rappeler le service de régulation médicale si quelque chose change ou s'il y a une aggravation ou autre. Oui. Le deuxième type de décision qui peut être prise, c'est la prescription médicale. Alors, cette prescription médicale peut être soit sous forme d'une rédaction et transmission d'une ordonnance écrite. Aujourd'hui, c'est très facilité par la téléconsultation et donc la télémédecine. C'est soit une ordonnance, un renouvellement d'ordonnance ou là un changement d'ordonnance parce que malqash hadak le médicament, donc il faut lui prescrire un médicament similaire, etc. Soit des fois,
on a ou là, dans le cadre de la téléconsultation, en général, c'est à froid, on peut être amené à prescrire un médicament, une ordonnance et à la transmettre au patient. En règle générale, les appels pour les centres de régulation, la prescription médicale se fait من la pharmacie familiale. مثلا تيعيط لك ويقول لك راه موالف تياخذ tel ou tel produit وتيجي عليه لاباس اتسيتيرا ولا راه الطبيب ديالو كاتب ليه هذا لو برودوي هذا. Et donc on peut lui conseiller quand on est sûr et certain de prendre هذاك le médicament اللي déjà عنده في la pharmacie ديالو. بعض المرات تعيط pour dire que راه il a consulté et son médecin عطاه مثلا tel médicament 2 fois par jour et ça va pas mieux et on sait qu'il peut rajouter une dose, on peut le faire si son médecin traitant n'est pas joignable. Oui. La consultation médicale, bien sûr, c'est la téléconsultation. Donc, si soit la téléconsultation, soit on peut lui l'orienter vers, مثلا بنهار ولا هذا, vers un médecin, son médecin traitant ou le médecin ديال le centre ou l'hôpital le plus proche, etc. Ça veut dire que cette personne peut tranquillement aller consulter un médecin et bien sûr, il faut s'assurer que la personne a les moyens de locomotion باش تمشي لعند هذاك الطبيب. Quelqu'un qui appelle parce que son grand-père de 91 ans a un problème de je ne sais pas quoi, ce n'est pas une urgence médicale, il peut consulter, mais la personne est en fauteuil roulant وهذيك la plante ما عندهاش كيفاش تديه, il va falloir envoyer quelqu'un pour faire la consultation directement. Oui. L'autre type de décision, c'est le recours à la protection civile, notamment les accidents de la voie publique, les incendies, etc. Donc la protection civile aussi peut mobiliser le SAMU dans le cadre du plan Orsec. Une autre décision, c'est le recours, l'envoi de SMUR. Oui, l'envoi de SMUR. Donc l'envoi de SMUR, à chaque fois que l'état du patient requiert une intervention urgente avec un transport médicalisé urgent. Et bien sûr, l'état dialo laisse à prévoir qu'il se peut qu'il y ait des complications en cours de transport. À chaque fois que je suis dans une situation pareille, je préconise transport en ambulance avec médecin. Et bien sûr qu'il y a le transport en ambulance avec médecin réanimateur, médecin urgentiste, infirmier, SMUR, etc. Oui. Le départ réflexe, c'est un départ qui est déclenché par l'arme lui-même, l'assistant de régulation médicale. Le médecin régulateur il dit une régulation urgente et il va déclencher soit le SMUR, soit les pompiers. Et ça, c'est dans un cadre qui a été établi à l'avance, précis, ou d'akhil le règlement intérieur écrit et validé. Chute d'un lieu élevé supérieur à un étage, de fenestration, il a مثلا كاين un accident de la voie publique où la personne خرجت من pare-brise, pendue, noyée, etc. Oui. كاين واحد la situation particulière, c'est le guidage des gestes de secours. Le guidage des gestes de secours كيقدر يديرهم l'arme ولا كيديرهم le médecin régulateur. Ça consiste en quoi? J'ai quelqu'un qui va appeler et qui va me dire je suis face à une situation où la personne elle est inconsciente mais elle respire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois le guider pour mettre la personne en position latérale de sécurité. Des fois, les gens appellent et c'est un arrêt cardio-respiratoire et je vais les guider pour faire un massage cardiaque. Je vais les guider pour faire les gestes de premier secours. Bien sûr,
Pour les guider, il va falloir que moi-même, je sois formée aux gestes de premier secours. Donc, les assistants de régulation médicale, at least au minimum, sont formés aux gestes de premier secours. Oui. Attention, attention, lorsque l'analyse est incertaine ou incomplète ou en cas de doute sur le niveau de gravité du cas, le médecin régulateur choisira la réponse adaptée au niveau potentiellement le plus grave. Il y a un litige entre le médecin demandeur et le médecin transporteur à propos de la médicalisation d'un transport secondaire. Le dernier mot est laissé au médecin demandeur après discussion argumentée. Celui qui demande le transport a toujours le dernier mot. Le médecin lija au chevet du patient ou ça ne nécessite pas le transport. En cas de problème, c'est l'avis du médecin demandeur qui est au chevet du patient qui va primer. Oui. بعد المرات كيكون un désaccord. مثلا un désaccord avec l'appelant lui-même ou avec sa famille sur la décision ou sur la manière avec laquelle l'appel a été géré, etc. Il faut savoir passer l'appel à quelqu'un d'autre. ملي كتسد الابواب ديال la communication, il est préconisé de passer l'appel à un deuxième régulateur qui va essayer de dépatouiller la situation. Oui. On passe, s'il te plaît. Oui. Oui. Alors, que contient le dossier de régulation médicale? Il faut savoir que chaque appel qui va tomber, un patient, il conduit à l'ouverture d'un dossier de régulation médicale. Qu'est-ce le dossier de régulation? C'est le dossier de régulation médicale lorsque le médecin régulateur va faire la régulation. علاش كيكون عندنا لو دوسيي اوبليغاتوارمون بحال ملي كيجي عندك ان باسيون للكابيني ديالك ولا كتشوفو في لوبيتال ولا هذا كدير ليه ان دوسيي و اون فا نوتي toutes les informations شنو قال لينا شنو قلنا ليه quelle est la symptomatologie qui a été décrite, etc. parce que c'est très important de documenter d'abord la décision ديالك en tant que médecin régulateur, mais aussi d'avoir une base هذاك المريض ملي غادي يمشي l'hôpital, avec le médecin qui va le prendre en charge, c'est important pour lui de savoir ce qui s'est passé avant l'arrivée des secours. Mais aussi, il a un problème, ou un décès, ou un litige, تنرجعوا لهذوك les minutes ديال le dossier وتنشوفوا شنو اللي كاين. Des fois, le patient ou la famille ديالو ما عادش يقولوا لنا une information qui est capitale. Il y a un problème, mais l'enregistrement ou ce qui a été noté, on peut vérifier qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été omis. Oui. Je nomme les éléments du dossier. Bien sûr, l'identité du patient, fin second, l'âge, le numéro de téléphone, etc. Le motif du recours, je nomme les attentes, les souhaits exprimés. Les coordonnées du médecin traitant, très important. Résumé de l'observation médicale. Avec l'observation l'interrogatoire par téléphone, il faut la résumer. Les signes de gravité que l'on a décelés et les hypothèses diagnostiques. Et bien sûr, il faut mentionner que la personne accepte la décision de prise en charge qu'on lui a proposée. Ou là, on va transcrire le choix d'IELA. On lui a proposé مثلا de la transférer à tel hôpital, elle préfère aller à la clinique flania. La prescription du médecin régulateur, bon, elle est datée et signée, mais en fait, ملي كتكون شاد عندك la garde ديالك في le centre de régulation, les dossiers, il y a une identification, كل واحد عنده l'identifiant ديالو la session ديالو ملي تيدخل السميه ديالو كاع لي كونط روندو اي حاجه كتبها راه تخرج بالسميه ديالو. Oui. Les modalités de suivi, le suivi de la prise, كلشي كيتكتب le bilan ديال les effecteurs هذوك اللي وصلوا sur place وقلبوا المريض كيعطيونا حتى هما les résultats ديال l'examen ديالهم, la destination ديال le patient
Et une procédure de clôture. Les noms, bien sûr, de régulateur, l'arme, les effecteurs, les heures, etc. sont très importantes. Et le résumé, bien sûr, informatisé, il va être inclus. Le dossier médical personnel informatisé, ça va être intégré dans le dossier. Oui. Et bien sûr, je ne clôture mon dossier que lorsque je suis sûre que la personne a été prise en charge et ou terminée. Les KJ, l'admission, attention, l'admission administrative. ماشي جا حطيناه في هذيك la salle d'observation ومشينا راه la mission تسالت. Mon patient doit être vu par le médecin et pris en charge par le médecin. Une admission, un lit, مشى بدا la radiologie ديالو, مشى الكاتي, مشى البلوك, etc. Je sais qu'il est pris en charge médicalement. Oui. L'enregistrement des appels, bien sûr, pour la traçabilité, pour les éventuels litiges, mais aussi pour servir de support pour la formation professionnelle continue, la démarche qualité pour savoir est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, c'est très important. Le service de régulation, le service client. الا ما عجبتيش الناس وما كنتيش كتجاوبهم ولا كتقطع عليهم التليفون راه ما غاديش يبقاو يعيطوا عليك وإلا ما عيطوش عليك الناس راه هذاك لو سيرفيس غادي يموت. Bien sûr, ils servent, donc les enregistrements servent pour d'éventuels litiges, mais aussi pour la recherche scientifique. Ça peut être la terminologie qui est utilisée fréquemment pour décrire tel symptôme. Quels sont les motifs de recours les plus importants dans telle région, quel est le degré de concordance entre l'impression l'oula le premier diagnostic ou le diagnostic final, etc. La recherche aussi par rapport au pourcentage de personnes d'urgence vrai le service et d'urgence ressentie, etc. Bon, c'est tout les bases de données un centre de régulation médicale sont tellement riches et peuvent servir de base de recherche scientifique avec des informations qui peuvent être très 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 pertinentes pour des décisions ultérieures. Peut-être que مثلا ما كاينش un service d'urgence tel endroit et on remarque que les appels émanent de la région pour tel type de pathologie et donc ce serait pertinent peut-être d'installer le scanner ou d'ouvrir un centre d'urgence ou autre. Je dis n'importe quoi, je réfléchis à haute voix. Oui. Évidemment, le secret professionnel, il incombe au médecin régulateur, il incombe aussi à l'assistant de régulation médicale, ça va sans dire. Oui. Donc, en définitive, répondre à un appel de détresse, collecter des informations pertinentes, repérer les signes de gravité, éliminer en premier lieu un arrêt cardiaque, maîtriser l'arbre décisionnel des urgences, prendre la décision pertinente, déclencher la réponse adaptée, suivre le déroulement, clôturer l'affaire. Donc, ça c'est en définitive. Hadjikoulou tirso des compétences techniques. Médecin, formé à la régulation, rompu à l'urgence. Dans les SAMU, la régulation, on la donne aux seniors. C'est très important d'avoir pratiqué sur le terrain. On peut aisément compléter, imaginer la situation et ce qu'il en est. On peut aussi être très bien au courant de ce qui se passe, مثلا tel service, l'hospitalisation sur le trajet, ce qui risque de se passer, etc. Donc c'est important quand on fait de la régulation médicale d'avoir fait le terrain et de continuer à faire le terrain. Oui. Oui. Alors, oui. Quelles sont les difficultés? Les difficultés,
تعيط شي واحد في التليفون ما تنشوفوش donc je ne le parle pas, je ne l'ausculte pas, c'est très compliqué pour moi en tant que médecin de poser un diagnostic, etc. Ok, très bien. L'autre difficulté, c'est que je dois prendre des décisions médicales sur des données qui sont fournies la plupart du temps par des non-médecins et au téléphone. C'est en double aveugle. Très souvent, le téléphone ما تيسكتش, donc le temps d'analyse كيكون قصير. Je n'ai pas vraiment accès au dossier médical. ماشي الناس كاملين غادي يقدر يفسر لك يقول لك راه تياخذ هذا لو تريتمون ماشان ايتترا, ما تعرفش غادي يقدر مثلا il peut décrire la boîte ديال le médicament ولا يقول لك un traitement pour un autre, etc. Manque de moyens immédiatement disponibles. J'ai besoin d'envoyer une ambulance et les ambulances ديالي كاملين خارجين ما كاينينش. J'ai besoin de faire admettre quelqu'un en réanimation. Les lits de réa de l'hôpital le plus proche, عامرين. Moyens matériels et surtout humains, médicaux, paramédicaux, souvent en deçà des textes réglementaires et recommandations émises par les sociétés savantes. Le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants, la concentration infirmiers-habitants, centre d'urgence habitants, scanner habitants, salle de caté habitants, etc. Les délais de transport qui peuvent être longs et perçus comme longs. Régulation et secret médical, attention, parce que ملي كنخدم في التليفون ما تجينيش بحال اللي جا عندي المريض. Parfois, on n'est pas très à cheval sur cet aspect-là. Oui. Oui. Alors, aspect médico-légal. Le principe fondateur de la régulation médicale apparaît comme dual. Il est individuel et collectif. Et en principe, en théorie, l'individuel ne s'oppose pas à la théorie. Le principe fondateur de la régulation pour l'individu. Répondre à la demande d'une personne, ça veut dire donner, envoyer une ambulance, donner une ressource. Le principe fondateur collectif, c'est agir dans l'intérêt de la collectivité, ça veut dire économiser pour optimiser. Éviter d'envoyer un SMUR parce que peut-être je vais en avoir besoin pour une urgence vitale. Ou ça ne sert à rien d'envoyer un SMUR qui est coûteux pour transporter une entorse de la cheville. Ceci dit, les multiplications des plaintes montrent qu'en pratique, le conflit entre ces deux intérêts apparaît comme inévitable. Pour avoir pratiqué pendant 6 ans et demi dans un service, dans un SAMU public-privé, dans une région où 70% de la population était en milieu rural et qui عيط لك كيعيط يقول لك صيفط لي l'ambulance ما تعرف لا الكونساي ما تعرف حتى شي حاجه. Et quand les ambulances sont occupées à prendre en charge d'autres patients, on a eu beaucoup de plaintes. En fait, les plaintes, les gens ne sont pas ماشي تمشي دعيك في التريبونال, mais ils ne sont pas satisfaits. تنعيطوا لكم ما تجاوبوناش, تنعيطوا لكم ما تصيفطوش لومبولانس, واخا تنعيطوا لكم تعطيني لو كونساي, لا انا بغيت لومبولانس تجي تديني للسبيطار, بغيت الطبيب يجي عندي, etc. Donc, le fait de concilier entre répondre à la demande de la personne en lui donnant ce qu'elle veut et répondre à l'impératif collectif qui est d'économiser pour optimiser les ressources, in fine, ils s'opposent. Et ça, c'est une contrainte plus qu'un aspect médico-légal de la régulation médicale. Oui. Oui. Alors, les aspects juridiques, bien sûr, il faut toute responsabilité médicale des fois peut être une faute ou le fait de ne pas avoir envoyé l'ambulance à temps ou là de ne pas l'avoir envoyé ou là d'avoir minimisé la situation qui va découler sur des complications d'IEL avec le patient et ça peut atterrir
un tribunal. Et donc, il faut savoir faire la part des choses entre les présomptions de faute et la faute médicale, et les éléments constitutifs de la responsabilité sont la faute commise par le médecin ou l'équipe soignante, le préjudice causé au patient et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et ça s'applique aussi à la régulation médicale. Oui. Les deux types d'infractions qui sont susceptibles d'être poursuivies et sanctionnées dans le cadre de l'activité du médecin régulateur sont l'omission de porter secours. Et l'omission de porter secours, c'est عيطوا لي ما جاوبتهمش ولا قطعت على شي واحد ولا طلب مني لامبولانس وكان خصها تمشي لامبولانس وما صيفطتهالوش وهي كاينه. Les délits non intentionnels que sont l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité. هادو c'est مثلا j'ai tardé à envoyer l'ambulance عيط لي المره الاولى et je n'ai pas répondu. عطيته un conseil ou là j'ai minimisé la situation, donc il a rappelé une deuxième fois, une troisième fois, et les répercussions ont été des complications ou autres. Ça constitue des délits non intentionnels qui sont des homicides involontaires. Oui. Ma recommandation, et la recommandation en général, c'est la formation des acteurs de la régulation médicale. Là, l'assistant à la régulation médicale, ou là, le médecin régulateur, il faut qu'il soit formé à la médecine d'urgence, la communication et la gestion de stress. Vous imaginez bien être derrière le téléphone, répondre à des personnes qui sont en situation de détresse et donc qui sont stressées, ça s'accompagne avec beaucoup de stress. L'utilisation d'aide à la régulation médicale et des autres formations possibles, la communication, etc. Et très, très, très important, c'est la nécessité de prise de conscience par chacun des acteurs de la régulation de ses points forts, mais aussi de ses points faibles. Et mettre en avant les points forts et travailler sur les faiblesses. Oui. Alors, quel type de formation et de formation continue? Bien sûr, la maîtrise de la sémiologie téléphonique, la reconnaissance d'une détresse vitale par téléphone, la stratégie de la réponse adaptée, la communication orale. C'est des formations qui peuvent être dispensées et disponibles. La gestion au téléphone de l'urgence d'une personne tout venant, pas forcément un médecin. L'écoute régulière des enregistrements des appels est une magnifique source de formation continue et de remise en question. L'utilisation des aides à la régulation. Les aides à la régulation, c'est des sortes de fiches où on a devant tel motif de recours, voilà ce qu'il faut faire. L'arme doit faire ça et le médecin régulateur doit faire ça. Et avoir à disposition les aides à la régulation. Et à chaque fois qu'on a une suspicion de la situation particulière, on clique sur la situation et on peut en même temps voir et revoir, ou là, les périodes d'accalmie, on peut lire et relire les aides à la décision. L'utilisation des protocoles d'interrogation et de décision qui sont conformes aux données actuelles de la science. Oui. Formation, bien sûr, formation continue. Aujourd'hui, la simulation, on va dire, c'est la méthode de choix pour la formation et formation continue des médecins et en règle générale des personnels soignants. Aujourd'hui, il y a la simulation, elle a toute sa place dans la formation, qui est le simulophone ou la entropie, mis en place par le docteur Laurent Boidron, qui est le logiciel qui va simuler les appels de personnes en détresse. Et donc, en tant que médecin régulateur ou la arme, on peut s'exercer avec le simulophone pour pouvoir faire répondre à des situations comme ça. Lorsque l'on se retrouve devant la situation, on est armé pour bien répondre ou à l'aqal كتحيد هذيك الدهشه ديال ولا le stress ديال répondre une personne qui est en situation de stress.
la place bien sûr de l'hypnose, la communication dans les soins, dans la gestion le stress, la personne qui travaille le service de régulation médicale, mais aussi la gestion des appels difficiles. La télémédecine, bien sûr, la visioconférence permet au régulateur d'avoir en face de lui la personne, donc est-ce qu'il est en détresse ou pas, et donc déjà la composante le regard, elle est rétablie. Oui. Alors, les compétences non techniques, on va passer rapidement. Vous avez bien compris que mon outil de travail, la régulation médicale, au-delà de ma compétence en tant que médecin urgentiste, de mes connaissances, etc., des connaissances le terrain, les structures hospitalières, mes collègues, mes confrères, etc. Il y a d'autres compétences qui sont des compétences non techniques et qui sont des compétences qui sont personnelles. Donc, les compétences cognitives, sociales, les ressources personnelles qui vont compléter les compétences techniques d'une personne et qui vont assurer une meilleure efficacité dans l'exécution de la tâche. Les aptitudes personnelles, aptitudes à se mettre au service des autres, les aptitudes, مثلا, à pouvoir bien se servir d'un logiciel, le téléphone, à zapper entre l'ordinateur ou mon carnet et le deuxième téléphone pour appeler une autre ressource, etc. Mais aussi, qui dit garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, veut dire que je suis prêt à travailler بالليل, l'Aïd, les vacances, etc. Et donc, à répondre à un cahier des charges avec un planning qui, des fois, est très chargé. Oui. Bien sûr, pour répondre à l'appel de quelqu'un en détresse, il faut être bienveillant, empathique, capable de rassurer, rigoureux dans la collecte des informations et rapide dans l'analyse et l'évaluation des situations. Oui. Ça, c'est des éléments qui sont non techniques et qui vont entrer dans la composante d'une communication téléphonique ou la communication dans les soins, la gestion des émotions. Et il va tracer ou la retracer un tableau d'une situation que nous avons vécue dans notre propre famille ou nous-mêmes. Et donc, il va falloir savoir gérer ces émotions et pouvoir rester suffisamment neutre pour répondre de manière pertinente et éviter soit d'envoyer des ressources ou là de ne pas les envoyer. De l'empathie, bien sûr, de l'enthousiasme. Mon travail en tant que médecin régulateur, certes, est très fatigant, mais ce n'est pas une corvée. Je suis là pour aider les personnes et je fais un travail qui est très important. Je constitue le lien entre le domicile de la personne ou la lieu de la détresse et l'hôpital. C'est une parcelle de la prise en charge ديال le patient اللي ما تيكون فيها حتى شي واحد كنكون فيها انا parce que j'ai accès la personne sans domicile et ensuite les équipes que je vais envoyer pour qu'ils puissent aller chercher la patiente et l'emmener là où elle va pouvoir être prise en charge correctement. Et bien sûr, il faut être capable de gérer les conflits. Oui, on passe. On passe sur en fait, la communication en règle générale, le message, il faut savoir que la communication, le verbal, donc les mots que je vais utiliser, le paraverbal, qui est le ton sur lequel je vais dire les choses, le silence, le débit, etc. Et le non-verbal, qui est la gestuelle, les mimiques, etc. Alors, quand je suis au téléphone, mais on dit le non-verbal, donc on dirait le verbal et le paraverbal. Et le paraverbal, il est très important. La manière avec laquelle on va parler à la personne est très, très, très important et il va constituer 55
de ce qui se passe au téléphone. Oui, كتحسبي la personne واش كنتصنت ليها ما كنتصنت ليهاش, est-ce que je suis totalement présent? Et donc ça inclut le ton d'IALI avec lequel je vais parler, واش كنزرب ما كنزربش, le débit de ma voix, la qualité de la voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, en règle générale, il étouffe la voix. Ou il est كنت ما قالش مقاد ou قال je suis avachi sur moi-même, la voix d'IALI, elle est بحال تتكون مغموقة. Il faut parler de manière intelligible. Il faut utiliser des mots qui sont simples, oui. Et avoir une bonne posture pour être bien entendu. راه واخا ما تيشوفنيش, انت ملي كتكون كتهضر مع شي واحد, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous pouvez aisément savoir est-ce qu'il est occupé par autre chose, est-ce qu'il est en train de pianoter sur je sais pas quoi, est-ce qu'il est en train de regarder la télé en vous écoutant d'une oreille distraite, est-ce qu'il est présent ou pas. Oui. Oui. Donc la voix est notre outil principal. Oui. Oui. Si vous voulez maîtriser, bien sûr, ça c'est pour la régulation, mais aussi c'est valable pour tout. Efficacité, cordialité, organisation, soyez concentrés. Restez focus sur l'objectif. Oui. L'écoute active. L'écoute active, c'est je suis complètement à ton écoute. Elle va m'aider à quoi? Si je suis à ton écoute, tu vas être encouragé à me donner l'information. Anna, j'ai besoin de cette information pour pouvoir décider et t'aider. Si tu ne me dis pas les choses, je ne peux pas t'aider. Mais si je fais les conditions qui vont te mettre en confiance, qui vont te rassurer, tu vas me donner l'information dont j'ai besoin. Donc, produire l'information, réduire l'information, préciser cette information pour aller à l'objectif. On a besoin d'informations pertinentes en peu de temps. Et bien sûr, avoir le renforcement positif et accuser réception des informations. Quand tu as une information, je reformule derrière باش نعرف راسي بأنني راني فهمت وتعرفني انت بأنني راني فهمتك. Donc comprendre, j'évite d'interpréter. Je n'interprète pas, je prends l'information اللي كتعطيني كنفهمها et je vais avec cette information prendre une décision et montrer qu'on a compris. Oui. Donc la reformulation en fait c'est une validation mutuelle. عند les deux واحد كيهضر والاخر كيسمع وعاوتاني كيهضر معاه الاخر. En écho, soit en écho, ça veut dire je vais répéter ce qu'il vient de dire باش يعرفني راني فهمته. Faire attention parce que à la longue ça peut agacer l'interlocuteur d'IALI. L'effet miroir, c'est je reformule les sentiments. مثلا je vous sens inquiet, etc. Et je remets en place les informations. Les questions fermées appellent des réponses courtes et fermées et permettent d'aller directement à l'objectif. Oui. On passe à les différents types. Alors, vous allez avoir la présentation. Donc, la slide a dit, oui, les différents types d'appelants. A dit comment les reconnaître. Oui. 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 A dit vous avez, voilà. Donc les différents types d'appelants, ça va être très très long. Donc je vous les laisse, vous allez les consulter à tête reposée. Alors, stress et conflit et régulation médicale. Oui. بعد المرات كيبدا l'appel مزيان, l'appel commence de manière cordiale et il va très vite déboucher sur un conflit. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui va appeler le centre de régulation, elle a besoin d'être prise en charge rapidement et de manière efficace. Mais sur le plan humain, elle a besoin d'être reconnue. Chacun de nous a besoin d'être reconnu.
reconnu dans sa maladie, dans sa détresse, dans son bien-être, etc., dans sa fonction en tant que médecin, dans son état en tant que patient, etc. Oui. Alors, quelles sont les sources de confusion ou là de conflit? Poser les mauvaises questions qui vont mener à des réponses qui ne sont pas exploitables ou là qui vont faire perdre le temps. مثلا في بلاصة ما نقول ليه est-ce qu'il est conscient? Je vais lui dire est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il répond aux questions? Et parfois, je vais demander à parler le patient directement à condition de ne pas les déplacer. راه بعض المرات les gens ils vont dire راه مغيب وانت تسمعو تيهضر مع بنته كيقول لها عطيني شي حاجه او autre. Donc demander à parler aux patients. Il faut éviter d'utiliser des termes médicaux. ولا مثلا هو تيهضر معايا بالعربيه وانا كنهضر معاه بالفرنساويه. Éviter d'utiliser des termes qui sont trop vagues. Au lieu باش نقول له est-ce qu'il est cardiaque, je vais chercher à préciser واش كيداوي على التونسيون واش عمرو طرات ليه شي حاجه في القلب ديالو etc etc. C'est des exemples. Oui. Les profils qui sont enclins au conflit, ce sont les personnes qui sont impatientes au téléphone. كيعيط la voix ديالو elle est déjà بعدا élevée وباغي هو دغيا ديك الساعه سيدي صيفط ليا لومبولونس دابا ما يخليكش كاع باش تبلاصي ان مو باش تدوي معاه باش يعطيك لي زانفورماسيون. Oui. Oui. Les personnes qui sont grossières, des personnes qui vont juste appeler et vous insulter ou insulter le service ou autre. Les personnes peuvent être agressives aussi parce que dans les antécédents, ils ont fait appel au service et soit la durée le traitement de leur demande a été trop longue ou la majorité de l'ambulance ou les chihaja. Il faut savoir que dans notre métier, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. C'est la rapidité, l'efficacité, etc., la pertinence des décisions. Mais il y a certaines causes sur lesquelles on n'a aucune influence. مثلا قحط les intempéries طرق مقطوعة كاينه la circulation les bouchons في les routes etc. Oui. On passe oui. Oui. Donc, conduite à tenir. En fait, quand je suis face à quelqu'un qui est agressif, il faut garder une voix qui est calme et un ton qui est courtois. Il ne faut pas commencer à alimenter le conflit. Il faut l'écouter, il faut le laisser ventiler l'agressivité ou la colère ou autre. Et au moment où il va s'arrêter pour reprendre sa respiration, je vais rentrer dans la brèche et parler, discuter avec lui expliquer la chose et lui dire vous avez raison. Quand on dit à la personne vous avez raison, tout de suite qui bride. Les conflits, je vais juste passer mon temps à faire une conversation qui est agressive de part et d'autre et qui ne mène à rien. Oui. Pour prévenir les conflits, il faut établir le contact avec l'appelant, donc être courtois, s'assurer qu'il a bien compris la décision, chez l'ambulance ou le conseil ou et avoir son feedback qu'il a accepté et qu'il adhère à la décision. Il faut aussi donner des détails sur les délais d'intervention, sur les moyens. L'ambulance غتوصل عندك في الوقت الفلاني، الطبيب غادي يجي، غادي تمشي لهاد البلاصه الفلانيه، راه حنا ديجا درنا لا بري ادميسيون etc. Si l'appelant bien sûr est un médecin confrère et en cas de désaccord, ça arrive très souvent lors des demandes de transfert pour des raisons qui n'ont aucun lien avec une raison médicale, qu'il y ait un désaccord entre le médecin demandeur du transport et le médecin régulateur. Ce qu'il faut savoir,
là encore, c'est qu'en cas de litige ou là, s'il y a un problème et que ça arrive au tribunal, c'est le médecin sur place, au chevet du patient, qui va avoir raison parce que lui, il voit le malade et il l'a examiné et le médecin régulateur, non. Oui. Alors, comme on a vu tout à l'heure, l'appel peut être déstabilisant et déclencher des émotions fortes. مثلا شي واحد عنده un décès في la famille ou là il vient de perdre un parent et on va l'appeler pour un arrêt cardio-respiratoire chez un parent ou là la perte d'un enfant, etc. Les facteurs de stress aussi, c'est l'impatience, l'agacement face aux incohérences des propos de l'appelant. L'appelant, il est incapable de nous donner des informations pertinentes, où là, il parle de manière incohérente, où là, il a un langage que l'on ne comprend pas, et on va s'impatienter, s'agacer, et donc ça va nous stresser parce qu'il y a des appels qui attendent, on ne sait pas est-ce que tu es là ou le métier etc. Parfois, le stress augmente parce que on est face à l'impossibilité d'obtenir des informations claires et opérationnelles. Les appels suite à un attentat ou à un éboulement ou là, les catastrophes naturelles ou autres peuvent générer le médecin régulateur ou là, la personne qui est le centre de régulation, l'horreur ou là, la peur ou là, le dégoût, etc. Il faut être conscient de tous ces facteurs pour prendre du recul par rapport à la situation et pouvoir s'acquitter de sa tâche de manière sereine. Oui. Alors, ملي تيكون عندي un appelant qui est stressant, soit il est affolé ou là il est agressif, ce que je dois faire, je suis empathique, je fais une pause et je lui fais répéter son besoin ou là ses informations. À éviter, parler plus fort ou plus vite que lui. Ça veut dire faire de l'escalade. Ça marche pas. Ou là, il faut se calmer. Ça marche pas. Il faut se calmer. Le silencieux, c'est celui qui n'arrive pas à donner des informations. Il faut faire attention et ne pas raccrocher au nez. Il faut demander à l'entourage de donner des informations ou là chercher des phrases qui vont l'accrocher et faire qu'il va parler. Le vulgaire, des fois, c'est un problème médical. كاين هذاك le syndrome نسيت سميتو, c'est des gens qui disent des mots qui sont vulgaires, donc c'est un problème médical. Il a كان غير le défoulement ولا سميتو ولا شي واحد باغي يتفلى ولا شي حاجه, bah, il faut mettre fin à la communication, mais si on est sûr que ce n'est pas un problème médical. Oui. En règle générale, il faut créer un climat de confiance en étant ferme, sûr de soi, utiliser des phrases qui sont courtes, concises pour ne pas perdre de temps, reformuler pour que la personne sache qu'on a bien compris son problème. Je vais partir un fou rire ou la chihaja. Quand je suis compatissante, quand j'ai de l'empathie, quand je suis bienveillante, le sourire s'entend au téléphone et la personne, elle se sent rassurée. Oui. Prévenir l'angoisse, bien sûr, l'angoisse de la personne, prévenir l'angoisse de l'attente, les informations, rédiger ou telle heure. Rassurer sans moraliser, permettre à l'appelant de me rappeler à tout moment. À chaque fois, je lui dis au besoin, la communication, n'hésitez pas à appeler au besoin. Ça lui laisse une porte ouverte, donc il va, et ça va réduire l'angoisse parce qu'il sait qu'il يحتاجني غيقدر عاوتاني يعيط ليا.
agir sur les témoins et les impliquer dans la décision, les personnes qui sont autour de le patient sont une aide inestimable. Donc, il faut les intégrer et ça nous permet d'avoir des informations beaucoup plus pertinentes. Ça permet aussi de faire patienter le malade, de le mettre en position d'attente, d'éviter qu'il boive, de le surveiller, de voir est-ce qu'il y a une aggravation ou autre et être prévenu à temps. Oui. Alors, notre impératif, en fait, c'est de s'assurer que les fonctions vitales ne sont pas menacées. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Avec l'interrogatoire d'IENA, la conscience, la respiration et la circulation. Très bien. Par contre, il faut éviter les biais de situation et raisonnements qui vont aboutir à une erreur. Ça veut dire que واحد لا représentativité هذاك ديما كيعيط ولكن راه ديما ما عنده حتى شي حاجه راه دائما كيتفلى مشينا عندها المره الاولى لقيناها غير اون كريز دونغواس المره الثانيه المره الثالثه كتعيط هذيك راه معروفه كدير غير كويزنا alors que cette fois-ci elle fait une crise cardiaque. D'accord? La surconfiance en soi qui est liée à la volonté d'aller vite. Donc, derrière rapidement, ça fait juge kilomètres, ça fait ça fait l'ambulance, ou là, ça fait l'ambulance. La confirmation liée au questionnement fermé. Je vais confirmer quelque chose qui n'est pas vrai parce que je n'ai pas donné suffisamment de temps à la personne de s'exprimer ou là, je n'ai pas creusé suffisamment. La valence sociale, c'est l'ensemble de facteurs qui vont biaiser la priorité médicale. L'âge nourrissant par rapport à l'adulte ou là, le vieillard, le VIP par rapport au sujet lambda ou là, le clochard ou là, le lieu d'intervention, le nombre de victimes, la valeur du régulateur, est-ce qu'il a de l'expérience, est-ce qu'il est stressé, est-ce que l'heure d'appel, est-ce que c'est le jour ou là la nuit, et la qualité de l'appelant, ou est-ce que c'est un médecin ou là un particulier. Oui. C'est des exemples de logigrammes pour pouvoir prendre les décisions ou les questions à poser. Oui, ça c'est des exemples que je vous laisse. Les aides à la décision. Donc, c'est des algorithmes et des arbres décisionnels qui vont vous permettre, quand vous les avez sous les yeux, vous posez des questions où là, vous avez un certain nombre de symptômes ou de signes pouvoir aboutir à une décision ou la chercher d'autres signes, etc. Oui. أنا خليت لكم quelques types de questions à poser, nature du problème, depuis quand, est-ce que c'est une aggravation récente ou autre, est-ce qu'il a de la difficulté à respirer, est-ce qu'il a mal quelque part, est-ce qu'il... les questions qui vont vous permettre de vous faire une idée précise de la situation. Vous voyez que ce sont des questions qui sont toutes simples et qui... مثلا, si vous voulez chercher les signes d'un AVC, est-ce qu'il est éveillé, est-ce qu'il a une perte de connaissance, est-ce qu'il existe, est-ce que sa bouche est tordue, est-ce que son œil se ferme et l'autre non, est-ce qu'il marche demain, est-ce qu'il titube, etc. Donc, les questions, c'est des questions qui sont toutes simples, avec des mots qui sont simples, qui n'ont rien de médical. Oui. Oui. Voilà. Alors, je vais regarder. Je pense... si vous avez des questions, on va prendre quelques minutes pour les questions. Oui. Des questions, non? Tout va bien? C'était clair? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'était clair ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Merci Myriam. Merci.
n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous passer واحد l'appel pour vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais essayer de... Je vais essayer de voir si je peux. Hop. Alors, on va mettre ça ici. Je ne sais pas si vous allez... Non. Ça va, les gars, leur qui est téléphonique là, elle est bonne. Non, ça c'est un Sénégalais. Et essayer de les analyser ensemble. Voilà. Si vous êtes... si ça vous branche, je suis à votre disposition. On peut faire une petite session, juste les appels, les analyser et voir un petit peu quelques cas de régulation, des cas qui sont vrais et d'autres cas que l'on a enregistrés pour simuler مثلا les interactions, les conflits interprofessionnels, les conflits avec les patients, etc. Je me tiens à votre disposition. يعطينا الأستاذ un petit moment et on peut se retrouver pour une petite session ديال واحد ساعتين 2 heures pour passer quelques appels et les décortiquer ensemble. Je suis à votre disposition. Vous allez avoir la présentation de toutes les façons et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je suis là. C'est bon? Oui. Lamine? Oui. Pardon? On vous entend très mal. Allô? Oui, je vous entends très très mal. Non, c'est fini. Normalement, c'est qui? C'est à 21h. C'est pour cela que. Bon. Bah, si vous n'avez pas de questions, on se donnera rendez-vous pour une petite séance en direct. Et je vais vous dire bonne soirée. C'est bon? Pas de questions? Ok. Merci à vous d'avoir patienté et d'être resté avec moi. C'était mon son qui n'était pas coupé. Elle est en train de rigoler. J'espère qu'elle ne rigole pas de moi. Oui, c'était le cas, je te disais là, madame, que quand il a dit.